que j'aime profondément déjà à Marseille, c'est l'indiscipline. J'en ai profondément besoin. Je trouve que l'indiscipline crée du mouvement et j'adore observer ça. Ça fait comme un banc de poissons, comme quand il est dérangé par un grand requin. Il y a le gros poisson qui arrive et il y a tout le banc de poissons qui fait une dérive et qui fait un mouvement. Et je trouve qu'à Marseille, c'est un peu pareil. Et on a besoin de traverser. On traverse un peu n'importe où. Puis finalement, c'est toutes les voitures qui font un mouvement sur le côté. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Je m'appelle Oriane Siontar-Olive. Je suis photographe et je vis dans le quartier de la Plaine à Marseille. Alors, j'ai grandi à Marseille. À l'époque, mes parents habitaient à Illkirch-Grafenstatten en Alsace. Mon père étant marin, il était à bord là-haut, sur le Rhin. Mais ils sont descendus spécialement à Marseille, rejoindre la famille pour que je puisse naître ici. Donc, ils sont descendus pendant l'été, je suis née et on est remonté à Illkirch. Donc, je n'ai pas grandi ici. J'ai déménagé, là, en fait, le dernier, c'était le 33e déménagement. Souvent des déménagements, des changements de ville, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Mais on va dire que là où j'ai passé le plus d'années dans mon enfance, c'était en Camargue, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, pendant quasiment toute la primaire, et ensuite en Guyane. Et pourquoi tu as décidé de poser tes valises à Marseille ? Alors, c'était une convergence de choses, en fait. À ce moment-là, je travaillais beaucoup. J'avais commencé ma carrière de photojournaliste. Et puis, je travaillais beaucoup au Proche-Orient, notamment en Syrie, à Damas. Et en fait, quand la guerre en Syrie a commencé, c'est devenu très naturel pour moi de venir m'installer à Marseille. Je l'avais déjà fait aussi à la fin de mes études. J'étais déjà venue à Marseille m'installer à ce moment-là parce que je considère que Marseille est vraiment pour moi un port d'attache et très concrètement, je ne me vois pas vivre ailleurs en France en fait. Si je suis en France, c'est à Marseille et sinon c'est à l'étranger, quoi. Pourquoi tu as décidé de t'installer à La Plaine ? La Plaine déjà, j'ai passé pendant mon adolescence, on était rentrés de Guyane pendant le lycée et à ce moment-là je faisais du théâtre et donc je passais beaucoup de temps à La Plaine et au cours Julien puisque je prenais des cours de théâtre à la Tanor rue Vian et du coup c'est là où j'ai fait un peu mes armes et en théâtre et pour plein d'autres choses, notamment en musique. J'ai toujours été très passionnée de musique rock progressif, punk rock, metal, hardcore, tout ce qui allait avec. Et la base de cette musique-là dans la région, c'était vraiment ici. Il y avait un premier groupe à l'époque qui s'était formé, qui s'appelait P38. Et donc, je venais vraiment dans ce quartier chercher les disques, les vinyles et voilà, et rester avec tous ces gens qui faisaient aussi... Enfin, c'était mes copains, quoi, de l'époque. Donc, un attachement à ce quartier déjà de toute cette période-là. Et quand je suis revenue à Marseille, j'ai un peu tourné viré. J'ai aussi habité sur le Vieux-Port. J'ai habité dans différents endroits. Et puis, je suis finalement revenue assez naturellement ici. Parce que c'est un quartier où je me sens bien et qui correspond en tout point à ce que je recherche pour mon quotidien. Alors, quel est ton quotidien ? Qu'est-ce que tu fais tu as dit que tu étais photographe. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le métier que tu exerces ?
Ouais, je suis photographe, donc j'ai commencé mon parcours en tant que photojournaliste, un petit peu par hasard, puisque moi j'avais fait des études de cinéma et d'archéologie, donc les deux en même temps, puis de criminologie, tout ça par passion. Mais la photographie faisait partie de mon quotidien depuis toujours. J'ai une famille, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, mais en tout cas j'ai une famille qui aime beaucoup la photographie, qui la pratique beaucoup. J'ai des valises de photographie de famille. Donc j'ai toujours vu mon grand-père, mon père s'appliquer et même pousser assez loin la pratique, y compris dans le développement et le tirage. Et puis voilà, histoire assez classique ensuite. Mon père me donne son boîtier quand je suis ado. Mais à ce moment-là, encore une fois, je faisais de la photographie comme je me brossais les dents, quoi. J'avais aucune intention, tout court, si ce n'était de capturer le moment présent. Et puis finalement, je voyageais beaucoup. Je voyageais déjà beaucoup avec mes parents, mais jeune adulte. Donc moi, je suis partie de la maison, j'avais 17 ans et j'ai continué à voyager tout le temps. Et du coup, je prenais beaucoup de photos pendant tous ces voyages. Et par hasard, à la suite d'une rencontre, il y a le directeur des rencontres de la photographie d'Alep en Syrie qui a vu mon travail et qui a décidé de m'exposer. Et c'était incroyable puisque l'exposition a très bien marché et à la suite de ça, j'ai eu ma première commande pour la presse et c'est comme ça que je suis devenue photographe. Je n'avais absolument jamais envisagé avant ça de pouvoir faire de la photo mon métier, quoi. Donc j'ai démarré comme ça pour la presse. Je voyageais beaucoup, je travaillais pour des magazines comme Univers des voyages, National Geographic, il y a eu Paris Match, il y a beaucoup de magazines de musique aussi. J'avais une conception encore très ouvrière de mon métier, je faisais ce qu'on me demandait, ce qu'on attendait de moi en rédaction, je me posais pas beaucoup plus de questions. Et puis au bout d'un certain temps, notamment quand je suis arrivée justement à Marseille, je suis passée par La Provence, journal d'information quotidienne, régional. Et puis j'ai intégré le service photo. Il y avait une super équipe, des gens très, très motivés, très accueillants, mais par contre aucune vraie considération de la photographie dans un média. Ce qui est assez dramatique quand même, puisque l'image aujourd'hui, ça fait tout dans notre monde. Et il n'y a pas d'icono. Il y avait des chefs du service qui avaient en plus beaucoup de métiers. Donc j'ai beaucoup appris sur certains côtés. Mais en même temps, le système faisait que il n'y avait pas beaucoup, en tout cas, d'intérêt à mes yeux dans le travail, puisque c'était enchaîné 12, 13 missions, des fois dans la journée, jusqu'à assez tard le soir. Et où on te dit ben non mais ça va, t'y vas, tu fais un clic, tu reviens, quoi. Et donc du coup on se retrouve à être un peu livreur de pizza de la rédaction, on sait même pas avec qui on part, on sait pas qui est le rédacteur, on fait pas partie du process de sélection des photos, c'est mis comme ça dans un serveur et puis c'est les gens, les rédacteurs en chef et ceux qui faisaient la mise en page piochaient dedans. Donc j'étais un peu frustrée. Puis ça me faisait drôle. Après d'autres publications, ça me faisait un peu drôle. Donc j'ai voulu écrire pour aller plus loin dans les sujets, en fait. Et c'est drôle parce que autant on donne facilement un appareil photo à un journaliste rédacteur, autant on ne laisse pas un photojournaliste écrire. Donc il fallait que je fasse mes preuves là-dedans et par un système de validation d'acquis de l'expérience, j'ai pu avoir mon diplôme de journaliste tout court, qui m'a permis d'intégrer un journal et différentes publications sur la région. Donc je suis devenue journaliste tout court, mais sans oublier la photographie. C'était un vrai choix. C'était de me dire, bon, je deviens journaliste, j'ai pris un emploi salarié, mais c'était aussi pour m'offrir le temps et avoir l'argent de développer des projets au long cours, plus documentaires, où je pouvais plus aller en profondeur dans le travail photo, ce que j'ai fait. Donc dès cet instant, j'ai recommencé à voyager à l'étranger et j'ai commencé à travailler au long cours en Bosnie, à Sarajevo, où j'ai travaillé à peu près pendant 4 ans, où j'ai suivi des adolescents, entre autres, avec tout le contexte après-guerre, mais pas que, c'était pas le centre de mon sujet. Et c'est comme ça que j'ai gardé et redévelopper ma pratique photographique. Aujourd'hui, je ne suis plus journaliste pour des raisons
très précises en plus, notamment de révolte personnelle contre le système des médias aujourd'hui. Et il faut savoir que sur la fin, donc j'étais rédactrice en chef du magazine où je travaillais. Et au lieu de faire du terrain, je passais plus de temps à faire de la pédagogie et des réunions avec les directions et les différents actionnaires, où il faut expliquer et réexpliquer sans cesse en fait les principes de base du journalisme qui ne sont plus du tout respectés. Donc quand on voit et d'un côté qu'on a du mal à exercer son métier et de l'autre en fait qu'il est bafoué en permanence et qu'il se tire lui-même en plus une balle dans le pied, ce qui provoque des crises de confiance avec le lectorat, etc. À un certain moment en tout cas, j'ai plus envie de participer à ça. Donc voilà, j'ai quitté cet emploi et j'ai repris mes activités en indépendante de photographe. Est-ce qu'il y a un fil directeur dans tes travaux ? Oui, il y a un fil directeur. Ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont toutes les questions du devenir. Comment parfois, avec un micro-événement ou au contraire un événement incroyable à grande échelle, des trajectoires peuvent être totalement modifiées et comment le cours de la vie finalement devient totalement autre chose que ce qu'on aurait pu attendre ou prévoir. Et c'est sur quoi aussi je suis partie travailler au Proche-Orient. C'était vraiment ces moments de bascule dans un cercle, dans un recommencement perpétuel des événements, notamment de la violence, où on a l'impression finalement que on n'apprend jamais de l'histoire et qu'on recommence perpétuellement les mêmes choses. En attendant, il y a des histoires au milieu, des civils, pour lesquels eux leur vie est à jamais altérée, quoi. Donc cette question-là, elle peut tous nous concerner. Qu'on soit d'ailleurs dans un pays en guerre ou qu'on soit dans un pays relativement calme, ou quelle que soit notre situation. D'ailleurs, c'est même pas une histoire non plus ni de classe sociale. Voilà, ça peut vraiment toucher tout le monde et ce point de bascule-là en particulier m'intéresse. Est-ce que c'est ce qui t'a guidé aussi dans le projet Stuck in Here ? C'était exactement dans la lignée de tous ces travaux qui ont eu lieu avant et en parallèle. C'était à la fois une réflexion de comment se positionner en tant que photographe dans l'apparition d'un nouveau conflit, et c'était comment raconter la guerre différemment, avec un but clair qui était de toucher le public et de le resensibiliser à ces questions-là. Donc, Stuck in Here, c'est un projet donc qui recherche et qui publie des photographies du quotidien prises. Alors, au début, c'était très focalisé sur l'Ukraine, donc prises par de jeunes civils, en l'occurrence là ukrainiens, dans leur quotidien. Ils ne sont pas forcément photographes, mais ils ont l'amour de la photographie. Et qui s'accompagne d'un texte, d'un témoignage qui raconte juste en quelques lignes qui ils sont, où ils sont et ce qu'ils sont en train de vivre. Les photographies, au premier abord, sont totalement anodines. C'est des photos de fête, c'est des photos de quotidien, c'est des photos de ce qu'ils voient par la fenêtre. Parfois, c'est des photos de repas, de famille. Mais en fait, quand on regarde ces images qui sont prises en direct pendant la guerre et qu'en même temps on lit le court témoignage, ça crée un décalage énorme puisque on se rend tout de suite compte finalement de l'horreur de la situation qu'ils sont en train de vivre. Et il y avait ce parti pris de se dire, finalement, on est tous assommés d'images violentes, d'images de guerre. Et finalement, malheureusement, au bout d'un moment, on s'y habitue. Et soit on ne les voit plus, soit on ne veut plus les voir parce que nous-mêmes, ça nous atteint et du coup, on s'en protège. Mais avec cette conséquence que du coup, on se désintéresse du conflit alors que au moment précis, il y a des gens qui sont en souffrance et il y a des actions à mener. Voilà, donc c'était vraiment un projet développé autour de cette question-là de la sensibilisation et de faire justement un pas de côté, de décentrer le regard et d'essayer de raconter la guerre autrement. Et puis là, donc quelques mois sont encore passés, le projet continue de se développer. Il s'adresse à toute la jeunesse coincée en situation de guerre, où qu'elle soit dans le monde, et que ce soit des conflits larvés ou des conflits actifs. Alors le gros projet du moment, c'est en fait j'en ai fini la production. C'est un projet que j'ai réalisé au Liban, dans le sud du Liban précisément, qui s'appelle les ruines circulaires. C'est tout un projet justement autour de cette question du recommencement perpétuel de la violence.
où j'ai voulu traiter de cette thématique par l'exemple d'un territoire emblématique en la question. Donc le Sud-Liban est vraiment emblématique puisqu'il est pris lui-même dans une guerre perpétuelle depuis presque 100 ans. Et en plus, il est d'autant plus emblématique qu'il y a cette question du mur, notamment du mur de séparation avec la Palestine occupée, qui dans ma façon d'aborder ce travail, finalement d'aborder ce voyage, c'était de remonter aux origines du désastre et donc de remonter jusqu'au mur. Le Liban aujourd'hui est coincé entre des murs réels ou fictifs, mais en l'occurrence, je vais au Liban en me disant que je pourrais rejoindre la Syrie que j'avais pas vue depuis longtemps. En fait, je peux jamais atteindre la Syrie. Je suis bloquée à l'est puisque frontière infranchissable. Je pars vers le sud, je suis bloquée au sud puisque le mur de séparation. Et donc, je me mets moi-même à tourner en rond dans ce pays, sans pouvoir aller ailleurs. Et j'ai trouvé ça très emblématique de ce que pouvait vivre à la fois une population, un pays, une histoire, et puis finalement ce qu'on peut vivre à l'échelle de l'humanité, puisque la question des murs ou la question des séparations, elle est vraie au Proche-Orient, mais elle est aussi vraie au Mexique, ou elle est aussi vraie, elle a été vraie à Berlin. En fait, elle est vraie partout. Donc je me suis plus servi de ce territoire finalement comme d'un exemple empirique, avec ce constat que finalement, je réfléchissais beaucoup aussi aux histoires de vie et de mort, tout basiquement, surtout dans un tel contexte. Et je me suis rendu compte que finalement, la seule étoile qu'on ne pouvait pas regarder en face, c'était le soleil, qui est à la fois symbole de vie et de mort pour toute la vie sur Terre, et qui lui-même se meurt dans son contexte d'univers. Et donc finalement, j'ai développé ce travail autour de cet axe du soleil qui devient un peu un fil conducteur. Et ce fil conducteur m'a amené à travailler sur des procédés très particuliers, notamment techniquement. C'est-à-dire que j'ai retourné mes pellicules pour faire ce qu'on appelle du red scale. Donc il y a essentiellement des teintes rouges, oranges qui sont très solaires. Et au tirage, j'ai travaillé sur de la solarisation pour faire ressortir de nouveaux contours. Et donc, pour décontextualiser tout ce travail et le rendre, lui offrir sa vraie portée universelle, le Liban ne s'appelle plus Liban, mais il s'appelle Nabil. En fait, c'est juste Liban à l'envers, mais c'est un petit truc qui m'a permis aussi de faire en sorte de raconter une histoire universelle à travers cet exemple-là. Est-ce que tu pourrais me parler de l'endroit où tu travailles ? Est-ce que c'est l'endroit où nous sommes aujourd'hui ? Oui, l'endroit où on se trouve, donc c'est un endroit que je partage avec mon compagnon qui est photographe aussi, qui s'appelle Nicolas Serve. Et donc, c'est à la fois notre logement, mais c'est aussi notre atelier et c'est aussi notre lieu d'accueil pour les activités d'une association qu'on a cofondée ensemble qui s'appelle Loose Control, avec laquelle on organise pas mal d'événementiels, de workshops, d'ateliers. Et d'initiation, notamment d'éveil à l'image. Avec Loose Control, donc on est aussi très attaché à tout ce qui est aspect recherche, laboratoire de recherche, que ce soit dans les formes ou dans les procédés ou même sur le fond de la réflexion. Et donc on s'embarque dans une nouvelle aventure puisqu'on a décidé de prendre un voilier. D'acheter un voilier et de commencer à préparer des campagnes de navigation. On va partir avec ce voilier et au fil des escales, on va faire justement des ateliers d'éveil à l'image et bien d'autres choses, des projections, des rencontres. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais en tout cas, Marseille reste toujours notre port d'attache, mais toujours avec un pied vers l'ailleurs pour aller aussi à la rencontre de ce qui se passe dehors. Sur la question de la créativité, c'est une question compliquée parce que c'est pas une ville où je crée spécialement. C'est une ville où je me pose après avoir vécu quelque chose ou fait un travail, accompli un travail particulier, où je mets en forme et en route et en idée aussi. Parfois, je fais quand même les introductions, les recherches ici. Donc,
La créativité, elle vient surtout du mouvement. Et puis finalement, j'avais j'ai toujours eu cette réflexion-là, et ces derniers temps, c'est revenu aussi pas mal, mais sur la question de l'accomplissement personnel. Et donc, je me pose beaucoup de questions autour de ça pour essayer de faire mon maximum pour ne pas mourir avec des regrets, on va dire. Et avec cette peur, panique de me retrouver dans une vie où je regarde les jours qui passent, quoi. Et en fait, je me rends compte que à Marseille, ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai jamais à aucun moment l'impression de regarder les jours qui passent, puisque c'est une ville qui elle-même est sans cesse en mouvement. C'est une ville où quand je regarde par ma fenêtre, tous les jours il se passe quelque chose de différent. Et du coup, voilà, j'y puise sans arrêt, quelque chose, un ailleurs, quelque chose de nouveau. Et c'est quelque part justement où je me sens bien, où j'accepte d'être pour un temps en tout cas sédentaire, parce que j'y trouve de quoi me nourrir au quotidien. C'est très beau ce que tu dis. Quels sont les endroits où tu te rends pour, alors si c'est pas pour t'inspirer, pour te reposer, pour te ressourcer? Je sais pas si je peux dire que je pense qu'il y a aucun endroit dans Marseille où je vais pour chercher de l'inspiration. Mon rapport à cette ville, il se situe pas du tout là-dedans. Quand on est dans un métier où la création est en jeu, en fait, il me semble par contre essentiel de toujours rester connecté à la réalité et à la vraie réalité de vie des gens, de tous les gens. Donc finalement, je vais pas dans un endroit particulier à Marseille, mais pour les mêmes raisons que le pourquoi je trouve comment j'arrive à faire preuve de créativité ici. C'est que ici, pour le coup, je suis connectée à la vraie vie des gens. Et en fait, ça me semble essentiel pour travailler, pour avoir des choses à dire, pour pouvoir donner la parole aussi. Et voilà, et toujours prolonger la réflexion vers autre chose. Je trouverais ça aberrant en fait de faire un métier créatif sans être connecté à la réalité de ce que vivent les gens autour de nous. C'est déjà ce que font les politiques et on voit que ça leur sert pas trop. Ils sont complètement déconnectés au final de la réalité. Et que je me dis parfois qu'il suffirait de les obliger à faire 1 an ou 2 ans de Tour de France en mode compagnonnage pour qu'ils regagnent un petit peu en humilité et en réalité de vie et qu'ils commencent à vraiment se mettre au travail, quoi. Donc je pense que c'est un peu la même chose aussi pour les artistes ou les artistes ou les créatifs. Rester connecté à la vraie vie, et c'est ça que je trouve à Marseille, et c'est ça qui me permet de garder en tout cas de nourrir de l'inspiration et d'avancer. Est-ce que tu as quand même des petites habitudes, des marchés, des restaurants, des cafés où tu te rends? Ouais, alors des habitudes, même trop, parce qu'on peut pas toutes les faire, mais en même temps j'aime tous ces endroits. En même temps, je ne sors pas beaucoup de mon quartier. Je dois totalement avouer que je reste dans un périmètre assez restreint à Marseille, et que quand je sors de ce périmètre, c'est vraiment pour complètement partir loin. Donc j'ai pas trop de juste milieu. Mais non, par contre, j'ai toutes mes habitudes de quartier. Elles sont assez précises, hein. Le matin, généralement, c'est un café à Mon Café qui est au coin de la plage Jean Jaurès et qui est bien ensoleillé, abrité du vent, ce qui est important à Marseille. L'après-midi, j'oscille entre Minomina et le Traquenard. Voilà, et après j'ai même mes habitudes pour dîner. J'aime beaucoup aller au Bambino, j'aime beaucoup aller au Santo Caccione, j'aime beaucoup aller voir des films à la Baleine, j'aime beaucoup participer à la programmation du Vidéodrome, sans compter toutes les librairies. Voilà, c'est un quartier de toute façon où en fait on trouve absolument tout ce dont on a besoin. Donc ça m'incite pas beaucoup à en sortir. On est vraiment beaucoup trop bien ici, et d'autant plus que c'est peut-être le seul quartier où il n'y a aucune chaîne commerciale. Et donc ça fait beaucoup de bien de n'avoir affaire qu'à des petits commerçants et qu'à des commerçants indépendants. Et donc dans le quartier, on n'a pas de pub, on n'a pas de chaîne. Donc je me sens encore privilégiée à ce niveau-là. Est-ce que tu peux me dire quelle relation tu entretiens avec les autres Marseillais ? En fait, moi, je me pose plutôt des...
À ce moment-là, je me poserais plutôt des questions avec mes relations avec les Marseillais adoptés. Parce qu'aujourd'hui, déjà, c'est dur de définir qu'est-ce qu'un Marseillais. L'histoire de la ville faisant qu'en fait, on se retrouve autour de cette identité marseillaise, mais quasiment personne n'est Marseillais de souche. Ça veut rien dire, quoi. Mais par contre, je me pose quand même des questions puisque j'arrive quand même à un moment où parfois, je suis en train de travailler à mon bureau et encore la dernière fois, j'entends une jeune fille qui passe et puis qui compare très sérieusement son quartier à 2 arrondissements de Paris pour faire des points de comparaison. Donc du coup, je m'interroge beaucoup et j'ai vu beaucoup d'arrivants, notamment depuis le confinement. Depuis le Covid, beaucoup de gens qui viennent s'installer à Marseille. J'ai toujours pensé que c'était pour le meilleur, puisque c'est une ville d'accueil et qu'il faut perdurer la tradition et que ce respect-là, en fait, est essentiel de continuer d'accueillir à bras ouverts les gens qui échouent chez nous. Et puis en même temps, j'ai un regard finalement assez critique aussi, puisque avec le temps qui passe, avec ce qu'on peut observer, avec les expériences à droite, à gauche, parfois en allant chez des gens, en étant invité, en rencontrant d'autres gens, il y a quand même un comportement général des gens qui ne viennent pas de Marseille, qui ont tendance à se comporter comme des expatriés à Marseille, des expats de base, quoi. Donc du coup, ils arrivent, mais eux, par contre, n'ont pas forcément ce respect-là d'humilité, d'écoute. C'est-à-dire de savoir vraiment, d'abord, avant de dire quoi que ce soit, écouter, regarder, comprendre et arriver avec cette humilité finalement du migrant classique qui arrive et qui naturellement trouve cette humilité pour faire sa place dans cette ville. Et là, en fait, je me rends compte qu'on est quand même souvent pas du tout dans cet état d'esprit. Et je trouve ça très dommage. Et je trouve ça très agaçant parce qu'on se retrouve avec beaucoup de donneurs de leçons, avec des clivages du coup qui se créent, avec des tensions qui se créent aussi entre différentes communautés. On se retrouve avec des situations assez dramatiques aussi dans des quartiers, y compris celui-là de la Plaine, qui souffre aussi beaucoup de ça, des Airbnb qui s'ouvrent partout, qui restent vides, des gens qui doivent déménager et finalement qui ne retrouvent jamais à se loger dans le quartier puisque tout a pris 35%. C'est un problème aujourd'hui qui est à grande échelle, qui ne concerne pas que Marseille. Mais Marseille a quand même a toujours eu un tissu social particulier, une conception même architecturale, une conception d'aménagement de la ville, elle aussi particulière, dans la façon de gérer ses centres et ses périphéries. Et en fait, je trouve que ça lui fait beaucoup de mal. Et donc j'aimerais qu'à un moment donné il y ait quand même cette notion de respect qui se mette profondément en place dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois par les accueillants et par ceux qui arrivent, quoi. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu aimes et ce que tu détestes à Marseille ? Marseille, c'est toujours une relation, en tout cas pour moi, d'amour des amours. Ce que j'aime profondément déjà à Marseille, c'est l'indiscipline. J'en ai profondément besoin. Je trouve que l'indiscipline crée du mouvement et j'adore observer ça. Ça fait comme un banc de poissons, comme quand il est dérangé par un grand requin. Il y a le gros poisson qui arrive et il y a tout le banc de poissons qui fait une dérive et qui fait un mouvement. Et je trouve qu'à Marseille, c'est un peu pareil. On a besoin de traverser. On traverse un peu n'importe où. Puis finalement, c'est toutes les voitures qui font un mouvement sur le côté. Et j'adore regarder ça. Je trouve que ça ressemble à une danse, à un bal. Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Et quand je voyage et quand je reviens à Marseille, ça me fait toujours beaucoup de bien de pouvoir me mettre n'importe où dans l'escalator, de pouvoir traverser n'importe où et de pouvoir faire un petit peu, toujours dans le respect des autres, mais un petit peu preuve d'indiscipline. Donc ça, c'est un côté que j'aime beaucoup ici. Et puis oui, il y a, comme on disait tout à l'heure, le fait dans cette ville, on continue de vivre des aventures. Tout n'est pas cadré, tout n'est pas anticipé, tout n'est pas délimité à l'avance. Donc on peut il y a encore des aléas, il y a encore des surprises, voilà, il y a encore des petites aventures au quotidien.
Et je trouve ça très appréciable dans un monde qui est extrêmement toujours lissé et contrôlé. Et puis enfin, oui, une vraie solidarité que j'ai pu éprouver au fil des ans, y compris quand il a pu m'arriver des choses à un niveau personnel, et tout de suite vraiment des mains tendues et des chaînes qui se créent de solidarité, d'aide et d'entraide, et qui font qu'on vit quand même malgré tout. On l'a même vu d'ailleurs pendant le confinement, mais dans un climat amical, familial, et loin de toute solitude. Ouais. Bon, la partie que je déteste le plus à Marseille, ça va plus être lié à différentes choses, mais notamment aux politiques qui sont menées depuis longtemps, hein, dans cette ville. Et des politiques sont souvent menées par un manque de connaissance et de compréhension totale de la ville, y compris dans son histoire. Et voilà, et ça me fait effectivement très mal au cœur quand je vois des quartiers entiers être détruits par des promoteurs pas très soucieux des choses, ni des gens, ni de l'héritage culturel ou historique. Donc je trouve que ça abîme beaucoup la ville, et ça aussi, ça contribue à en casser le tissu social, culturel, vraiment à tous les niveaux. Donc c'est la partie que j'aime le moins. Ouais. C'est l'heure du portrait chinois à la sauce marseillaise. Quelle odeur symbolise le mieux ton Marseille? Moi, je dirais que c'est l'odeur du cambouis, parce que c'est une odeur forte qui pègue, qui se met partout, qui colle aux narines et qui se pose sur les trottoirs, sur les murs. C'est assez sale, c'est même toxique. Mais en même temps, Marseille, c'est aussi tous ces petits garages qu'on trouve encore partout. C'est aussi symbole de la débrouillardise. C'est-à-dire qu'on peut encore trouver ici des plans C, des plans D et faire avec ce qu'on a. Et j'aime ça. Pour moi, le cambouis aussi, c'est mémoire familiale, puisque la seule branche que j'ai qui est originaire d'ici, donc c'est mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, donc vivaient dans les vieux quartiers de Marseille, ceux qui ont été bombardés pendant la guerre, qui étaient collés au panier. Et donc mon arrière-grand-père était tourneur sur métaux. Donc il y avait, j'ai toujours vu une culture familiale très attachée à la mécanique et au bon fonctionnement des choses, et à savoir au final, y compris chez mon grand-père, chez mon père, chez mon oncle, de savoir faire soi-même. Et je suis très attachée à cette notion de faire soi-même. Donc pour moi, le cambouis, au-delà de sa saleté et de cet aspect-là, en fait, je trouve que c'est très symbolique de ça dans cette ville, et de pouvoir encore faire soi-même. Quel son associes-tu le plus à ton Marseille? Alors, le son, ça résulte en fait d'une anecdote, mais c'est quelque chose que j'oublierai jamais, puisque j'étais dans cet atelier et en fait, un matin, je pense vers 4h30, 5h du matin, je suis dans un demi-sommeil et j'entends des sabots de cheval. Et il y avait plus un bruit dans la rue, et en fait je sais pas si je rêve, si je suis réveillée, et puis en fait donc je me pose comme ça un peu la question, et les sabots s'arrêtent et j'entends le cheval hennir. Donc je me suis levée d'un bond pour regarder à ma fenêtre, et en effet je vois un cheval qui s'éloigne comme ça, qui monte la rue en allant vers la place Jean Jaurès. Avec un mec dessus en basket, jogging, je sais pas qui c'était, je sais pas ce qu'il faisait là, je sais encore moins comment le cheval s'est retrouvé là, mais en fait je l'ai entendu passer 2-3 fois déjà depuis que je vis ici, et ce claquement des sabots de cheval dans Marseille, je l'oublierai jamais, et c'est ce qui fait que j'aime tant cette ville en fait, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu quand même les aventures qui se passent encore et l'imprévu. Et voilà, ça laisse une empreinte. Complètement improbable. Un cheval en plein milieu de la nuit à la plaine. Quel goût a ton Marseille? Là, je vais dire un truc peut-être un peu cliché, mais alors pour moi, Marseille, ça a le goût du pacalo. Ça a le goût du pacalo parce que c'est
c'est un peu artificiellement sucré. Ça prétend être autre chose que ce qu'il est. Genre, c'est pas vraiment un sirop de citron, c'est du pacalo, alors qu'en fait, c'est quand même un sirop de citron. Mais en même temps, c'est suffisamment acide, ça a suffisamment ce qu'il faut d'acidité. Donc en fait, c'est la boisson parfaite. Et c'est la boisson parfaite à Marseille. C'est ma boisson préférée. J'en profite parce que comme tu m'as déjà décrit une anecdote et que j'ai aussi une autre question avec une anecdote, est-ce que tu en as une autre à raconter? En fait, des anecdotes, j'en ai beaucoup. Mais finalement, je me rends compte que mes anecdotes les plus frappantes sont toutes liées à des histoires d'amour. Pour la pire, une histoire de séparation où je me retrouve dans un polar, quoi, dont je suis pas encore totalement d'ailleurs sortie, et qui continue de me causer du tort, et donc voilà, une histoire assez lourde, mais très ancrée aussi ici, voilà, avec un fond de tromperie, un fond lointain de règlement de compte, enfin voilà, un polar comme on en voit ici, donc et qui m'a bien qui m'a bien laissé sur le carreau à un certain moment. Et puis pour la meilleure, un coup de foudre improbable et totalement inattendu sur le Vieux-Port devant le Burger King et qui m'a amené vers une relation complètement magique, saine, durable, voilà, sereine, enfin tout ce que j'aurais pu espérer dans ma vie, quoi. Donc voilà, coup de foudre sur le Vieux-Port, quelqu'un que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, que j'avais jamais vu de ma vie. Et ça s'est joué en un regard, masqué, puisqu'on avait les masques liés au confinement. Donc voilà, il faut l'avoir vu pour le croire. C'est énorme cette histoire. C'est beau. À quelqu'un qui n'a jamais visité Marseille, comment tu lui décrirais la ville? Je crois qu'il serait complètement perdu, le pauvre. Je pense que je lui dirais que c'est à la fois une ville qui s'attend à une ville inégale, injuste, accueillante, éblouissante, violente parfois. Et j'essaierai de le rassurer, sans vouloir vraiment le rassurer, mais en finissant par le mot qui est le plus important à mes yeux pour cette ville, mais c'est une ville vivante, quoi. C'est vraiment une ville vivante. Ça veut dire qu'il faut en accepter les côtés les plus sombres comme les côtés les plus lumineux. Mais il y a pas beaucoup de... Il y a toutes les nuances dans cette ville. Toutes les nuances qu'on peut trouver, et il faut savoir toutes les accepter, les gérer aussi. Il faut savoir autant s'en protéger que autant lâcher prise et la vivre pleinement. Si tu devais quitter Marseille, qu'est-ce que tu regretterais? Sincèrement, si je devais vraiment quitter Marseille, je regretterais la citronnade de chez Journaux avec ses croquants aux amandes. Je regretterais le bordel ambiant qui me ferait vraiment cruellement défaut si je devais habiter ailleurs, pour la partie occidentale en tout cas. Je regretterais évidemment mes amis, puisque ils sont intimement imbriqués à ma vie de quartier, à ma vie de famille, à tout. Et puis, mais en fait, surtout, je suis en train de me dire que ce ne serait que des regrets temporaires, parce que je crois que Marseille reste et restera profondément mon port d'attache. Donc en fait, je sais que j'y reviendrai. J'ai toujours fait ça finalement toute ma vie, et même si là on part en voilier, même si on part peu importe à l'étranger, en voyage, peu importe ce qui peut se passer, en fait je sais que je vais y revenir. Donc à mon avis c'est demi-regret à chaque fois. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux auditeurs et auditrices de ce podcast? Vraiment, le message c'est plus lié à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus cette question de respect. Où je trouve que, sans vouloir faire vieille peau, quoi, mais on a quand même beaucoup perdu de principes de base dans le respect de l'autre,
et encore une fois en tant qu'accueillant et en tant qu'arrivant. Mais c'est quand même un principe fondamental et finalement je m'aperçois que souvent quand il y a des problèmes ou quand les choses, quand il y a une escalade de la violence, quand les choses dégénèrent, c'est aussi qu'à la base il y a eu quand même beaucoup de manque de respect. J'ai pu le voir à de nombreuses reprises, mais voilà, je suis absolument convaincue que même quand on est agacé par quelque chose, si on s'adresse à l'autre avec beaucoup de respect, il y a beaucoup plus de chances qu'ils l'entendent, qu'ils le prennent plutôt bien et qu'ils finissent par aller faire ce qui nous agace plus loin ou à quelqu'un d'autre. Mais je reste vraiment convaincue de ça et je pense qu'on l'oublie trop. On l'oublie trop, c'est pas spécifique à Marseille, hein. C'est très général en fait, hein. Mais quand on a des gens qui sont au plus haut placés et qui se permettent d'insulter, de parler avec un langage familier, qui eux-mêmes n'ont plus aucun respect, je pense que ça donne pas l'exemple à une population derrière. Et je pense que c'est en partie pour ça aussi qu'aujourd'hui on a de plus en plus de problèmes aussi de violences quotidiennes au hasard. C'est normal quand on traite quelqu'un avec peu d'humanité, il y a peu de chances qu'il se comporte avec beaucoup d'humanité. Voilà. Donc voilà, c'est plus ce message que j'ai envie d'adresser et que on réfléchisse tous aussi collectivement, individuellement, et je le fais aussi de mon côté, hein, pour essayer de changer ces choses-là et voilà, et d'élever le niveau général quoi, sur cette question. Merci à Oriane Siantard-Olive de nous avoir partagé sa facette de Marseille. Pour découvrir son travail, je t'invite à te rendre sur son site internet orianesiantarolive.forma.com et sur son compte Instagram @oriane.siantarolive. Les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. Oriane Siantard-Olive exposera une partie de ses œuvres dans une expo collective à la librairie L'Hydre aux Mille Têtes à l'occasion du festival photo Marseille. Le vernissage a lieu le 9 novembre et l'expo sera visible jusqu'au 2 décembre. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le dire en commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. En plus, ça permet de rendre plus visible le podcast sur ces plateformes. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt!